Chaque année, le mois de mars est très attendu par les acteurs du marché de l'art. À Paris, il y a notamment le Salon du dessin, au milieu du mois, ou encore le Salon de l'estampe. Mais l'un des rendez-vous majeurs pour le marché mondial se trouve à Maastricht, aux Pays-Bas. Je suis Nicolas Bousser, historien de l'art, chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre et directeur du magazine Coupe-Fil Art, et pour ce nouveau numéro de Paroles d'art, je vous emmène au MEC, le Maastricht Exhibition and Conference Center, à la TEFAF. Fondée en 1988, la TEFAF, dit European Fine Art Fair, est sans doute la plus importante et prestigieuse foire d'art ancien, bien couverte depuis 6 ans à l'art contemporain. Les plus grandes galeries de la scène mondiale, Colnaghi, Benapi, Sam Fogg, Stephen Honchpin, y exposent leurs plus importantes trouvailles. La liste d'attente pour exposer est longue, à tel point que les organisateurs de la foire ont créé, en 2018, le TEFAF Showcase, un lieu d'exhibition spécial situé dans le hall ouest du MEC et réservé aux jeunes marchands d'art, entre 5 et 10. Vieux de la vieille et nouveaux venus, tous attendent avec impatience l'ouverture de la foire, qui revêt une importance particulière, comme nous l'explique Philippe Henrico, associé spécialiste chez Colnaghi. Alors nous, on vient chaque année à la TEFAF depuis toujours. C'est une foire très importante pour la galerie, c'est probablement la plus importante, d'ailleurs pour la plupart des galeries qui y participent. On y expose en général de la peinture ancienne, ce qui est notre spécialité historique, et également de la sculpture antique, qui est un département qu'on a développé récemment, il y a 7 ans, ainsi que de la peinture et du dessin 19e. Donc en général, ce qui guide nos choix, c'est évidemment la qualité, et le potentiel muséal des œuvres. Et la raison est très simple, c'est qu'on sait qu'en plus des collectionneurs qui foulent les allées de la TEFAF, il y a un bon nombre de musées qui se rendent ici et qui viennent de partout dans le monde, des États-Unis, d'Asie, d'Europe bien sûr. Et donc c'est avec cette clientèle-là qu'on oriente un petit peu notre sélection. Donc on essaie d'amener des musées qui ont le potentiel de pouvoir intégrer des collections muséales. On a une galerie, notre galerie est anglaise, c'est une galerie très ancienne, galerie Colnaghi, fondée en 1760. Donc les clients qui viennent chez nous s'attendent à avoir de la peinture ancienne d'assez haute qualité et spécifiquement italienne, espagnole et hollandaise. Je dirais que ça c'est un petit peu ce que les collectionneurs et musées viennent trouver chez nous. Et pour parler un petit peu des autres départements qu'on a, je mentionnais la sculpture antique. Il y a quelques années, on a étendu un petit peu notre offre à la sculpture antique et à la peinture du 19e et du tout début du 20e siècle. Pour des raisons propres au marché de l'art et aussi du comportement des collectionneurs. On pense qu'en élargissant légèrement notre offre, on étend notre réseau de potentiels clients. Et donc, évidemment, le maître mot reste la qualité. Et il y a toujours des fils conducteurs dans l'histoire de l'art qui nous permettent d'exposer de la sculpture antique avec un beau tableau de la Renaissance et de la peinture du Xe siècle. Donc voilà, cette année, on a amené un beau buste d'Apollon qui fait partie de la collection, ou qui a fait partie de la collection de Lord Barrymore, une collection du XVIIIe siècle. Donc la provenance fait également partie des critères qui guident notre choix. On a un très beau Luca Giordano qui représente un astrologue de la série des philosophes qu'il a produite quand il travaillait encore avec Ribera à Naples. Et on a amené une sélection de Sorolla, Joachim Sorolla, dont on a exposé l'œuvre à la galerie l'année dernière, notamment des œuvres qui proviennent de la famille de l'artiste, de la descendance de l'artiste,
Et donc c'est des œuvres qui arrivent sur le marché pour la première fois, qui sont fraîches, disons. C'est ça aussi que les collectionneurs et musées viennent trouver à Maastricht. C'est le côté frais et rare des œuvres présentées, et le fait qu'elles ne soient pas offertes publiquement comme elles peuvent l'être dans les ventes publiques. Ici, les prix restent discrétionnaires, et c'est ça qui nous différencie aussi du marché de la vente publique, et c'est ça qui fait la force aussi des galeries et des foires comme Maastricht. C'est toujours un moment extraordinaire pour nous, et comme chaque année, on a revu nos clients existants et on en a rencontré de nouveaux, institutionnels et privés. Merci beaucoup. Outre les exposants, d'autres professionnels du marché de l'art se pressent logiquement dans les allées, comme Xavier Peters, néerlandais travaillant en France, à la tête depuis 2023 du département Haute Époque de la maison de vente Gichello et Associés. Il connaît bien la TEFAF et en voit les évolutions. Je me présente, je m'appelle Xavier Peters, j'ai 34 ans. Je suis arrivé en France en 2014 et là, en ce moment, je travaille pour l'étude Gichello et Associés. Ouais, je dois dire Gichello maintenant. Je suis né à Maastricht. Et la TEFAF, je suis visiteur de la TEFAF depuis que je suis né en fait. Je suis toujours venu à la TEFAF déjà à la main de mon père dans les années 90. Et maintenant, je viens tous les années visiter parce que c'est vraiment... la foire exceptionnelle, il n'y a pas une foire dans le monde entier qui est aussi important que la TEFAF. Il y a beaucoup de foires comme le BRAFA, comme le PAN à Amsterdam même, ou le Biennale qui ont essayé et qui ont une qualité très élevée, mais personne n'a réussi à avoir la même qualité que la TEFAF. Déjà qu'il y a autour de 260 stands en totalité du monde entier, avec une qualité qui est vraiment digne des musées. Et c'est pour ça aussi que chaque année, les premiers 2 jours, avant c'était juste le jeudi, maintenant ils ont fait donc le vernissage le jeudi et le vendredi. Mais on voit que des musées qui arrivent, et que les musées comme le Louvre, comme le Met à New York, comme tous les grands musées qui viennent pour faire leur shopping là-bas. Et ça signifie déjà l'importance de la TEFAF. Ensuite, pendant ces 2 jours-là, on voit aussi déjà qu'il y a, bon ça c'est à côté, mais il y a 200 jets privés qui arrivent du monde entier. Je ne sais pas si tu connais cette application pour suivre les avions, mais tous les 5 minutes, il y a un avion qui passe de Dublin, de Milan, de Paris, de New York, du monde entier. Et ce sont des énormes fortunes qui viennent chercher leur bonheur à la TEFAF. Donc je pense que ça déjà signifie l'importance de la TEFAF. Ensuite, on a donc cette énorme qualité des œuvres présentées à la TEFAF, mais qui est donc très important pour les musées et pour les collectionneurs. Mais à côté de ça, il y a aussi le côté pour le commerce aux Pays-Bas, à Maastricht surtout. Les restaurants, les hôtels, etc. voient pendant cette période leur turnover, donc leur comment ça s'appelle en français, leur turnover, leur chiffre d'affaires, pardon, augmenter entre 2 à 300% pendant un mois entier, parce qu'il y a pendant un mois entier, donc le mois mars, Maastricht est pris par le TEFAF. Alors quelques coups de cœur. Il faut que je réfléchisse parce que cette année la qualité était quand même très importante aussi. Bien sûr il y a le Vincent van Gogh et le Frans Hals. Ça me tient au corps parce que ce sont des artistes néerlandais. Mais après, le Van Gogh, je n'ai pas trouvé très spectaculaire. Un coup de cœur, chez Gichello, je suis spécialisé dans l'haute époque. Mais quand je rentre dans ce stand comme le stand de Kugel ou le stand de George Lauer, je suis comme un enfant qu'on amène dans une boutique pour acheter des bonbons. C'est vraiment, je vois tout, je
suis vraiment... je n'ai pas de mots pour décrire ça. C'est vraiment, je tombe en arrière par la qualité, par les œuvres, par les... Voilà. Le TFAF, c'est surtout... Ça a été créé, et ça c'est quelque chose quand même formidable, ça a été créé dans les années 70, si je ne me trompe pas, par un grand galerie qui s'appelle Nordman, qui est mort, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est mort en 2011. Grâce à lui, on a quand même un foire depuis déjà plus que 30 ans, d'une importance inestimable. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'une ville de Maastricht doit se rendre compte, parce que je sais qu'il y a beaucoup de villes autour, donc on a Aix-la-Chapelle, on a Liège, même Paris, je pense, qui rêve d'avoir un foire comme Maastricht. Et une petite ville comme Maastricht qui a réussi à créer quelque chose de aussi grand, important. Les collectionneurs sont en effet chaque année au rendez-vous, mais aussi les musées, notamment américains, qui s'y rendent en importante délégation pour arpenter les quelques 260 stands. Pour cette édition 2024, le Metropolitan Museum of Art de New York était par exemple, comme à son habitude, au rendez-vous, achetant des œuvres par dizaines. Dans toutes les catégories, des œuvres majeures s'exposent dans les allées de la foire néerlandaise. Cette année, un tableau de Pierre Subleras, présenté par Filippo Benapi et Valentina Vico, a déchaîné les passions. Offert au pape Benoît XIV en 1746, à l'occasion de la canonisation de 5 nouveaux saints, ce mariage mystique de Sainte Catherine de Ricci, de 2,50 m par 1,70 m, n'avait pas été vu depuis des décennies, ni même par Nicolas Le Sur, l'auteur de la récente monographie de Subleras, sortie aux éditions Artena. Interdit de sortie du territoire italien, mais exceptionnellement présenté à Maastricht grâce au dynamisme et à la ténacité des galeristes qui ont obtenu une autorisation temporaire, la suite de la vie de ce chef-d'œuvre se fera, quoi qu'il arrive, en Italie. Tableau majeur pour l'histoire de l'art, digne des plus grands musées. Quelques mètres plus loin, rendez-vous sur le stand 347, celui de la galerie parisienne Sarti, à la découverte d'un tableau à l'iconographie complexe, réalisé en 1475 par un artiste actif en Basse-Autriche. Matteo D'Alessandro nous explique. Bienvenue sur le stand de la galerie Giovanni Sarti à la TFAF 2024. Nous sommes une galerie donc spécialisée sur les fonds d'or italiens du XIIIe siècle et jusqu'à la peinture du XVIIe. Nous gardons une identité de peinture italienne, mais souvent nous aimons porter un regard sur aussi les écoles européennes, notamment les écoles flamandes. Et cette année, nous présentons un tableau assez atypique du maître de Winzendorf, aussi connu comme le maître de Sainte-Catherine. Et donc c'est un tableau de ce peintre autrichien que nous avons ici à la TFAF, et qui est un tableau très curieux, où il y a une iconographie très intéressante. Nous avons beaucoup étudié ce panneau pour ça. Et donc une iconographie qui représente des éléments gravés sur le marbre, où on peut voir un porc qui représente donc le diable, la figure du juif errant, un renard qui représente la malice, un double soleil, la dualité qui est représentée par le soleil et la lune, les deux faces de la lune, et ensuite en bas à droite un rapace, un dragon, un phénix, on ne sait pas trop, mais c'est donc une iconographie qui représente l'hérésie. Et nous sommes en 1475, donc l'Europe connaît des tumultes liés à la religion. Donc ce tableau dont je vais vous parler, de l'iconographie qui est gravée sur le marbre qui se trouve en bas, représente le Christ dans le tombeau. Donc nous voyons là une figure du Christ très très symétrique qui rappelle aussi les peintres flamands et nordiques, avec un réalisme sur le corps, sur la chair, sur les stigmates, les plis que l'on peut voir, et les veines. Donc c'est un tableau très curieux qui n'a pas été encore suffisamment étudié. Et un tableau qui a probablement été exécuté pour un couvent, on ne sait pas avec précision, mais on voit la figure d'un commanditaire, d'un homme ecclésiastique, en bas à droite, qui a été rajouté peu après la réalisation du tableau. À l'opposé, sur le stand de la galerie Oscar Graf, spécialisée en art symboliste, une grande et énigmatique sculpture du Polonais Boleslas Biegas, intitulée Début de la vie, a subjugué les foules pendant que, sur le même stand, un émail réalisé par Frédéric de Courcy en 1869, d'après un modèle de Gustave Moreau, était acheté par l'Art Institute de Chicago.
Quelques mètres plus loin, sur le stand de la Galerie Sisman, spécialisée en sculpture médiévale, là aussi, 2 achats d'institutions, notamment un Saint-Michel albigeois du XVe siècle par la Fondation Gandur pour l'art à Genève. Toujours dans la catégorie médiévale, nos pas nous mènent sur le stand de la galerie Les Enluminures. Nous y rencontrons Thomas Borchert, Associate Art Director, et Sandra Hinman, fondatrice et directrice de la galerie, qui nous fait l'honneur de commenter, en français, quelques miniatures présentées sur le stand, notamment de Jean Colombe. Je m'appelle Sandra Hinman et je suis la propriétaire de la galerie Les Enluminures. C'est une galerie d'art médiéval qui est à Paris, à New York et à Chicago. Et donc, on vend et étudie, évidemment, les manuscrits, les enluminures, ça veut dire les pages séparées, et les bijoux, mais les bijoux historiques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Nous sommes ici à la TEFAF et on présente une sélection de tous ces secteurs d'art. Et je suis devant une petite exposition on a organisée pour cette foire sur l'enluminure en France durant 3 siècles, à peu près 1240 jusqu'à 1520. Et on commence avec une enluminure de l'atelier de maître de Vie de Saint-Denis, qui est un artiste royal. Et on a une très jolie adoration des mages qui vient d'un sautier, super qualité. Et ça fait partie d'un groupe des 5 enluminures du même livre. On essaie toujours de trouver ce qu'on dit en anglais, les sister leaves, les feuillets sœurs ou frères. Et donc, ça vient d'un sautier qui était dans la collection assez célébrée de Robert Forrer à Strasbourg. Donc ça, c'est le début et on passe tout de suite à un groupe des 6 enluminures aussi par un maître parisien qui s'appelle Perrin Remier. Et ça vient sont intéressants parce que sont complètement non religieuses. Ça vient d'un livre de Bartholomé Anglicus qui s'appelle La propriété des choses. Et c'est un des encyclopédies le plus important du Moyen-Âge. Donc, chaque livre présente un sujet. Par exemple, ici, on a les propriétés des oiseaux avec 4 oiseaux différents. Et on a aussi un professeur qui parle des médicaments et des herbes. On a un paysage qui est complètement indépendant. Il n'y a pas de personnages dedans. C'est un peu étonnant pour quelque chose qui a fait avant 1400. On a les âges de l'homme. Donc, c'est super intéressant. Et Perrin Remier était un peu spécialiste ce texte. Il y a 3 manuscrits par lui avec le même cycle des 16 enluminures, une enluminure pour chaque livre. Donc ici, on a 6 sur les 16. Je connais un autre et le manuscrit d'où il vient n'existe plus, on pense. Il n'y a qu'un manuscrit de ce texte par cet artiste qui existe toujours, c'est dans une collection privée. On passe, je parle pas de toutes les enluminures qui sont ici, mais je passe à quelque chose de très important. C'est l'enluminure de Jean Colombe, artiste super important de Bourges. Et encore, on a la feuillet sœur ou frère qui est au Louvre, au musée de Louvre. Et il n'y a que 7 enluminures et celles du Louvre qui sont connues du même livre d'heures. Et le livre d'heures est sûrement détruit. Les 2 miniatures viennent d'une collection aussi assez célèbre de John Boycott Jarman. Et lui avait une maison à Londres qui était flooded, comment dit-on flooded?
il y avait une inondation de l'eau. Et malheureusement, ces manuscrits étaient là et ils étaient pas détruits, mais il a pris quelqu'un pour repeindre quelques manuscrits, pas celle-ci. Et donc, c'est pour ça que probablement le reste de ce manuscrit n'existe plus. Je passe au dernier. C'est bon. Je passe au dernier, qui est aussi très important parce que ça vient du livre de cœur d'Anne de Bretagne et Louis XII. Et on a encore, c'est un manuscrit qui n'existe plus. On sait que déjà en 1850, quand c'était publié, il y avait déjà des enluminures séparées de cette manuscrit très importante. Il y a un feuillet avec Anne de Bretagne dedans, qui est au musée d'Aubray à Nantes, et plusieurs feuillets dans les bibliothèques et les musées importants. Et ici, on a un sujet très, très intéressant et pas courant du tout. On a la dédication de l'Église avec les prêtres sur une échelle qui sont en train de faire le blessing, si vous voulez, de cette église. Voilà, ça c'est une petite exposition, petite histoire de l'enluminure, surtout parisienne, mais on a aussi Bourges pendant ces 3 siècles-là. Voilà, on a beaucoup d'autres choses, mais ça suffit pour le moment. Merci beaucoup. L'édition 2024 de la TEFAF a fermé ses portes le 14 mars, après avoir attiré de grandes foules durant sa semaine d'ouverture. L'on peine à décrire, sans l'avoir vécu, l'effervescence drainée par cet immanquable rendez-vous annuel, bien plus qu'aucune autre foire. Amateurs d'art, professionnels, étudiants, nous vous conseillons de vous presser l'année prochaine dans les allées du MEC à Maastricht. Vous y verrez des pièces d'exception et ferez des rencontres marquantes, stimulantes. À l'année prochaine, TEFAF.